Mais là, quand je le vois comme ça, en plus c'est une super lumière, ça m'émeut parce que je le trouve beau. Ok. C'est bon. Tu vois, je t'ai dit, on est dans le mood. Il a compris que j'allais bouger. Mais tu as raison. Hein. Dès que tu sors pas du cadre, Du champ. du champ, c'est bon. Je te regarde. Ah oui. Élodie, bonjour. Bonjour Bonnie. Merci de m'avoir fait l'honneur de participer à ce nouveau concept. Donc, Élodie, pour les très très rares personnes sur la planète qui ne te connaîtraient pas, tu es une artiste chanteuse de 33 ans. Oui. Voilà. 33. Exact. Un âge symbolique, donc en pleine fleur de l'âge. Tout à fait. Voilà. On peut dire ça. On peut dire ça. Élodie, au-delà de ton talent vocal, est-ce que l'image et le physique sont des éléments importants face au public? Au-delà de mon talent vocal, oui. Ouais. Puisque je baigne aussi dans l'image depuis toujours en fait. Puisque de base, mon père, c'est un photographe professionnel. Donc, il m'a pas trop laissé le choix. Depuis mon enfance, je baigne face aux caméras et face à l'objectif. Et en fait, même dans ma vie, je fais un métier qui est lié aussi à l'image, à l'image de soi, et également à tout ce qui touche à la publicité également. Donc, tu me fais prendre conscience qu'en effet, toute ma vie a déjà tourné autour de l'image. En parlant d'image, justement, profondément dans une société de l'image, est-ce que, à ton avis, ça compte autant en tant qu'artiste chanteuse, donc, est-ce que ça compte autant que la mélodie, les paroles et la technique vocale de l'interprétation? Comment tu seras habillée, comment tu vas être présente sur scène? Oui, puisque c'est un visuel, c'est ce que les gens voient et ce qu'ils vont voir va donner sujet à des interprétations. Donc, soigner son image, c'est aussi soigner ce qu'on veut renvoyer de l'autre et c'est aussi à l'autre, pardon, et c'est aussi une façon de passer un message. Tu vois, la manière dont je suis habillée aujourd'hui, je te passe un message. Je serais venue différemment, tu aurais eu un autre message. Alors, je suis curieux, c'est quoi le message? Là, comment dire ça? Je pense que j'ai mis un mood dans le côté chic et en même temps un côté très naturel, tu vois. Donc, c'est une petite robe légère, mais en même temps chic. Donc là, je te passe un message. D'accord. Alors effectivement, comme nous sommes sur du noir et blanc, il faut savoir que le côté naturel, c'est le vert. Voilà. C'est vert, c'est vert orange, c'est nature, floral. Et c'est vraiment mon mood actuel, donc tu profites de ça là. Et je t'en remercie. Est-ce que pour autant, tu diras que ça t'est déjà arrivé d'être même obsédé par ton image, au-delà même de la performance que artistique que tu vas offrir à ton public? Au-delà, alors, est-ce que c'est aussi important, voire même plus important, l'image? Artistiquement parlant, non. À une période de ma vie, oui. Mais quand je suis devenue une artiste, j'ai dû faire ce travail justement quand même de me détacher de l'image que je projette et de qui je suis. C'est-à-dire que pour moi, être une artiste, c'est comme si il y a une partie de moi en fait qui est l'artiste et une autre partie de moi qui est Élodie. Donc quand je suis en mode artiste, je suis dans un personnage. Même si c'est Élodie qui drive ce personnage-là, mais l'image que je vais projeter sera beaucoup plus soignée que quand je m'exprime en tant qu'Élodie. Tu vois, là, je suis Élodie. Si j'étais venue en tant qu'artiste, j'aurais été encore plus sophistiquée, un peu beaucoup plus superficielle. Sauf que par rapport à l'esprit du podcast, par rapport à ce que tu souhaites aussi dégager de la conversation, je me suis dit non, là, c'est Élodie qui doit s'exprimer, en fait. C'est comme un peu schizophrène, mais c'est un peu ça, je pense. Aussi, en tant qu'artiste, je pense qu'on a aussi chacun en nous, on a des parties qui s'expriment
et ma partie artistique, elle a un nom, tu vois. Donc, si je lui dis de venir, elle va s'exprimer, mais ce sera pas la même personne qui va te parler. Alors justement, tu parlais... Non, mais je pense qu'on l'est un peu tous. Schizophrène, mais... On dira que c'est des alter ego, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, c'est plus joli. Justement, tu disais, tu parlais de cette image soignée. Ouais. Mais justement, quelle est ta routine quand tu sais que tu vas participer à un clip, tu vas dans un concert, un festival et tout. Okay. Quelle est la routine de Tisha pour soigner son image face à son public? J'ai des prestataires avec lesquels je travaille. Il faut que mes ongles soient faits, de la tête aux pieds, coiffure, maquillage. Fait que le truc, il est net, tu vois. Parce que, justement, l'image que je vais renvoyer, elle est étudiée de telle sorte que ça puisse plaire aux gens. Maintenant, de plus en plus, j'avoue que dans ma carrière, j'ai eu plusieurs images, notamment par rapport aux coupes de cheveux qui ont évolué aussi avec le temps et qui sont très, très proches de ce que je vis aussi dans mon quotidien. Donc, on dira que l'image de Tisha, elle est très, très influencée par ce que je vis en tant qu'Élodie. Tu vois? Donc, si je vis quelque chose en tant qu'Élodie, ça va se refléter sur l'image de Tisha. Mais ce sera beaucoup plus sophistiqué quand même. D'accord. Est-ce que, en tant qu'artiste, parce que souvent, on sait que c'est une vie quand même qui est un peu particulière. Les horaires décalés, manque de sommeil, on grignote beaucoup et pas forcément des choses forcément saines, de l'alcool, des nuits blanches, etc. Non, pas d'alcool. De no manière globale. alcohol for me. Ok. Non. Non, mais je parlais de manière globale et justement, je venais à toi. C'était une introduction, madame. Est-ce que l'hygiène de vie, alors même si tu as commencé à répondre, est-ce que l'hygiène de vie, pour toi, ça compte ou alors c'est plutôt one life? Moi, je vis les choses à fond et puis advienne que pourra. Avant, c'était ça, one life. Parce que mon corps, il supportait beaucoup. C'est-à-dire, je pouvais rester sans manger pendant longtemps. Quand je dis longtemps, je veux dire des heures et des heures sans manger, ça me faisait rien. Enchaîner les nuits blanches après les concerts, rentrer chez moi 2h du mat, 3h du mat, et aller bosser le lendemain, c'était quand même, j'arrivais à enchaîner ça, tu vois. Maintenant, avec l'âge, c'est différent. Donc, aujourd'hui, je sais que mon lifestyle est super important parce que j'ai intégré une routine du sport. Et depuis que j'ai fait ça, ça a changé ma vie. Ça fait combien de temps? Clairement, ça fait 6 mois, tiens. Ça fait ça fait exactement 6 mois. Et j'ai constaté que là, j'ai pas été. Et je constate clairement le revers. Hein. C'est-à-dire que mon énergie est complètement différente sans sport. Donc, je comprends que dans ton mode de vie, quand tu associes ça au sport et à une alimentation équilibrée, ça change complètement ton intérieur et ton énergie. Chose dont j'avais pas conscience avant du tout. Et pourtant, tu es très jeune. Tu as 33 ans. Oui. Ton corps ne supporte plus les nuits blanches comme avant? Non, clairement pas. Ah, okay. Clairement pas. Mais je pense que, avec le sport, j'ai gagné en qualité de sommeil. Et au-delà de ça, je pense aussi que quand on est dans des périodes où il y a beaucoup de mental, puisque j'ai bossé dans des métiers où mon dernier métier en question, j'étais tout le temps sollicitée mentalement, au point de perdre ma créativité, tellement elle était sollicitée. Dans le paradoxe, j'ai compris que sommeil court, surcharge mentale, c'était pas bon pour mon corps. Et j'ai vu la différence quand j'ai décidé d'arrêter, de couper ça et de faire mon grand saut. Et voilà, tu vois. Maintenant, une vie beaucoup plus saine. Clairement. Dès lors que j'ai retrouvé mon sommeil, ça a changé ma vie. D'accord. Alors, on va faire un petit exercice. OK. L'exercice du miroir. OK. Alors, dis-moi, Élodie, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Je vois une femme rayonnante. Je me dis, ah ouais, là, je suis alignée. Je me vois lumineuse et je me vois libérée aussi.
Tu aimes ce que J'aime tu ce vois. que je vois. Oui, tu Ah, vois, ok. on est en connexion. Tu aimes ce que tu vois. Oui, clairement. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de changer? Non, Là, dans le non, moment présent, là. non, 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 non. Tu es là où tu as envie d'être. Au niveau de, toujours, bien sûr, Mon corps, ton corps. oui. Je pense que mon corps, il est puissant et qu'il a aussi vécu des choses. Et qu'aujourd'hui, ben, il reflète aussi ce parcours-là. Et il est solide parce qu'il porte une personnalité de feu. Donc, quand je le vois comme ça, je lui dis merci parce que je sais que la personnalité que j'ai, c'est une personnalité explosive et que pour suivre, il faut que mon corps suive aussi. Sans quoi, ben, les actions que j'ai, les projets que j'ai, s'il n'est pas capable de supporter ça, ben, ça n'avance pas en fait. Donc, plus je prends soin de lui et plus il peut m'emmener loin. Donc là, je lui dis merci. Le fait de le regarder comme ça, je lui dis merci. Tu lui dis merci tous les jours? Non, je vais pas mentir, non. Pas assez. Mais là, quand je le vois comme ça, en plus c'est une super lumière, ça m'émeut parce que je le trouve beau. Ok. C'est vraiment très positif et c'est vraiment, ouais, c'est très touchant de t'entendre parler de, voilà, de ce corps. Et justement, j'ai envie de te demander, est-ce que ce rapport à ton corps a toujours été aussi important? En préparant l'émission, donc on discutait, et tu me disais que tu étais finalement tombé dans le bain artistique très très jeune, vers 7-8 ans. Oui, ma tu avais... première chanson au CME. Ouais. Ah oui, donc ça Un nous petit peu rajeunit pas. plus. Ouais, 9-10 ans, pardon. 9-10 ans, d'accord. Ouais. Tu dansais aussi, tu faisais des Oui, défilés. je faisais des chorégraphies. Voilà. Des défilés aussi, je crois. Défilés de mode. Ouais. Ouais. Donc, très tôt, ton corps a été un moyen d'expression. Très tôt, mon corps est un moyen d'expression. D'ailleurs, je préférais la danse au chant. Ça, les gens ne savent pas. Ah, pourquoi? C'était petite naturellement, je préférais danser que chanter. Et mon père aimait chanter. Donc, c'est lui qui m'a donné cette fibre artistique, bon, notamment par rapport à son métier. Comme j'ai dit, il est photographe. Mais par rapport à l'expression artistique, ce qui me venait en premier, c'était la danse. Donc, je créais des chorégraphies. Est-ce que tu te souviens Et je danse plus d'ailleurs. C'est dommage, c'est une grande perte. Je danse plus. Mais est-ce que tu te rappelles, quand tu avais donc 9-10 ans, Oui. Le plaisir que te procurait la danse, qu'est-ce que ça provoquait en toi, dans ton corps? Je sais que tu étais très jeune, mais qu'est-ce qui faisait? C'était une impulsion interne. J'avais quand même cette grosse inspiration pour allier la musique, ce que j'entendais, à des gestes, coordonner ça sur la musique et créer avec d'autres personnes, tu vois. Et ça, c'était magique parce que c'était une façon de m'exprimer sans parler. Tu avais beaucoup de choses à dire à l'époque? Je parlais pas beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, j'étais plutôt, je vais pas dire réservée, mais j'étais quelqu'un de très sensible. Donc toujours, mais là je ne maîtrise plus. Mais petite, tu me faisais ça, je pleurais. Hein. On m'appelait Chignagna, tu vois. Et ça, le fait d'avoir ce talent artistique, ça pouvait me permettre de m'exprimer, de m'affirmer et de montrer que j'avais déjà une autre personnalité. C'est-à-dire mon alter ego, quand je l'entends, quand je te parle, je dis « Ok, mon alter ego s'exprimait déjà comme ça, tu vois. » Tandis que Élodie, elle était un peu plus réservée, un peu plus en retrait. Et en fait, la danse me permettait de faire sortir de moi autre chose. Donc finalement, tu as depuis toujours vécu avec cette dualité. C'est ce que je... En fait, pardon, je suis en train de me dire, mais en fait, elle est là depuis primaire. Je me rends compte que, ouais, il y avait c'est comme un switch, en fait. Dès que tu allumes la lumière, c'était quelqu'un d'autre, quoi. Oui, enfin, en tout cas, une autre personnalité moi, qui s'exprimait. Voilà, c'est moi. Ouais. Et c'est une autre partie de moi. Voilà. Exactement. En grandissant, est-ce que, toujours dans cette expression corporelle, tu avais
tu as réalisé que ton corps pouvait être un atout, un objet de séduction? Non. C'est-à-dire, pas tout de suite plutôt. C'est-à-dire qu'en grandissant, mon rapport à mon corps a été très compliqué jusqu'à la scène, même sur scène. C'était compliqué un peu. C'est-à-dire que je pense qu'il a changé réellement. J'essaie de faire le film dans ma tête, mais je pense qu'il a changé en 2018. Alors, avant d'arriver à Tu 2018, vois? est-ce Donc, que tu peux... il y a vraiment un vrai travail avant, quoi. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette période, l'âge ingrat, hein, enfin pour nous tous, l'adolescence. Qu'est-ce qui faisait justement qu'il n'y avait pas cette bienveillance, ce rapport serein avec ton corps? Est-ce que c'était à cause de toi-même, des choses que tu te mettais dans la tête, ou c'était le regard des autres? Non, c'est quand je suis passée au primaire, donc là, tout ce que les chorégraphies, tout ça, j'étais déjà au primaire, mais au primaire, c'était déjà un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que, tu vois, que je t'explique bien, au primaire, j'avais l'école, mais j'avais aussi le CLSH. Au CLSH, je m'exprimais grave artistiquement. Et tu t'éclatais. Je m'éclatais et j'avais une directrice de CLSH qui croyait en moi, qui avait vu mon talent, et c'est elle qui me faisait faire défilé de mode, chorégraphie, etc. Donc, disons que j'avais une vie le mercredi en CLSH. Quand j'allais à l'école, au primaire, c'était différent parce que j'étais confrontée au regard de l'autre, mais c'est surtout les autres qui m'ont fait comprendre que mon corps était différent. En quoi était-il différent? Puisque j'étais plus mince que j'étais très fine, mais très fine, tu vois. Très fine, tu vois. Et donc, tous les jours, les enfants, et tu sais comment ils sont sans filtre, me faisaient comprendre que ma grosseur n'était pas normale. Donc, c'est genre, est-ce que je mange, alors que je suis une grande mangeuse, hein, regardez pas ça comme ça. Les gens sont tout le temps surpris quand je mange. Mais ce sont eux, en fait, qui m'ont, les premiers à me confronter à, en fait, j'ai un corps qui est différent. Et quand tu as grandi, à cet âge ça justement, a empiré au fur et à mesure. On commence justement à avoir des rapports de séduction et tout, adolescent. Tout ça, en fait, ça nourrit des complexes, ça a généré des complexes. Les rapports de séduction que les gens ont eus en général, hein, je les avais pas moi. Parce que j'avais cette... après primaire, il y a collège. Collège, ça s'est empiré. Au collège, j'ai été dans une spirale d'harcèlement liée à mon corps, etc. Donc, le rapport aux hommes, il était vraiment différent parce que je me positionnais comme... je ne suis pas comme les autres femmes que je vois. D'autant plus que mon métabolisme étant très lent, enfin, comment dire, mon métabolisme de croissance plutôt, il était lent à l'époque, donc j'étais planche à pain. Tu vois, c'est comme ça qu'on disait en plus à l'époque. Donc, je voyais les autres femmes commencer à l'adolescence à prendre des courbes, etc. Et moi, que dalle. Donc, la séduction, c'est pas quelque chose que j'entretenais du tout. Bien au contraire, j'étais beaucoup plus refermée et puis au point de mettre sous mes jeans des cyclistes pour gonfler, pour avoir un petit peu de fesses, un petit peu de forme, histoire qu'on me foute la paix, tu vois. Et comment tu as réussi à aller au-delà de ça, à un moment te trouver séduisante, désirable? Comment est-ce qu'on sort de harcèlement et de complexe? Laisse-moi réfléchir. Au lycée, forcément, je baigne dans le bain. Intéressant en fait. Au lycée, je baigne dans le bain. Bainbridge. Bainbridge, c'est la foule, c'est la fosse, c'est voilà. Et en fait, à un moment donné au lycée, donc en première, c'est là que ça a switché. Je me rends compte que mon talent artistique, que je négligeais, à savoir le chant, ben il existe. Et j'ai un pote qui me dit j'ai déjà entendu ta voix en cours de musique, tu as une voix, essaie d'écrire une chanson. Donc j'écris une chanson et
je me retrouve à chanter régulièrement dans ce qu'on appelle les sound systems. OK? Et là, en fait, mon rapport à mon corps change parce que je commence à avoir le regard du public sur mon corps. Et non plus des gens qui me regardaient pour me dire, OK, t'es maigre, tu vois. Là, ça change en mode, ah, t'as un talent, t'as quelque chose en plus. Et là, je me dis, OK, le regard des gens a commencé à changer sur moi. Et en ce regard, en changeant, je conscientise là. En changeant, ça a changé aussi mon rapport à moi-même. Et j'ai commencé à me mettre un petit peu plus en valeur. Parce que quand je marchais dans les rues de Belbridge, mais c'est vraiment ça. Quand je marchais dans les couloirs, on me reconnaissait par rapport à ce que je faisais comme chanson, tu vois. Donc, OK, mais là, instinctivement, j'ai commencé à m'habiller différemment. J'ai commencé à être un petit peu plus féminine. Et au fur et à mesure, après le lycée, ma carrière a commencé à exploser et ça a changé radicalement. Donc, je pense que c'est en effet, en ayant le regard du public sur moi, différent, un autre jugement que mon jugement interne lui-même, il a commencé à évoluer. Okay. Et aujourd'hui... Et d'ailleurs, un rapport aux hommes aussi. Parce que c'est au lycée que j'ai eu mon premier petit copain. Tu te rends compte? Au lycée. Oui, ça va. Mais, c'était chaud. Non, c'était chaud. Faut parler vrai. C'était chaud puisque entre collège, tout le monde machin. Mon premier petit ami, je l'ai eu en terminale. Il paraît que les bonnes choses prennent du temps, donc. À skip. Comme le vin. Voilà, on met pas d'alcool. Pas d'alcool. Ouais. Aujourd'hui, Élodie, est-ce que tu dirais, en essayant d'être la plus honnête possible, qu'est-ce qui compte le plus? Ton regard sur toi-même ou celui des autres? Sur moi. C'est-à-dire mon regard moi-même. Parce que celui des autres, il peut disparaître. Ouais, mais quand on est artiste, si je veux le faire disparaître, je le fais disparaître. Mais en tant qu'artiste, on dépend aussi du regard des... Encore plus que le commun des mortels. En tant qu'artiste exposé, oui. Mais le regard des autres, tu peux le contrôler en fonction de ce que tu veux dégager. Okay. C'est ça que je veux dire par là. Donc, disons que mon rapport à moi-même, c'est le principal. Parce que si je suis pas en accord avec qui je suis, j'aurais du mal, en fait, à assumer peut-être un autre regard. Je sais pas si c'est clair, mais... Voilà. Si tu es bien avec toi-même, aujourd'hui, mon rapport à moi-même est plus important. OK. Parce qu'il va influencer celui que je vais projeter dehors. Il y a eu un événement très fort dans ta vie, un tournant même. C'était un accident. Tu te rappelles de la date? 17 juillet 2009. Exact. Un accident de la route. Déjà, physiquement, qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Une fracture au bassin. OK. Une fracture au bassin. Est-ce que tu gardes des séquelles aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, quand il pleut comme ça, je peux sentir des douleurs, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des séquelles psychologiques? Je pense qu'il y a des séquelles psychologiques jusqu'à maintenant, moindres par rapport à avant, parce que j'ai fait un vrai travail psychologiquement, mais je pense qu'on se remet jamais de ça. On vit avec. C'est arrivé, d'ailleurs ça m'émeut, mais on apprend à vivre avec. Tu pourras jamais gommer ça, tu vois. Par rapport à tout ce dont on a parlé avant, est-ce que tu as eu peur justement pour ton corps, que ton corps, que tu le reconnaisses plus, que tu ne sois plus autonome? Est-ce que ça a été vraiment une psychose? Déjà, je me suis dit que le corps, il est extraordinaire. Parce que, selon ce que le personnel médical m'a dit, il faut savoir que dans la voiture, moi, j'étais assise derrière et le choc a eu lieu où j'étais assise. Donc, scientifiquement parlant, je n'étais pas censée être là, devant toi, tu vois. Sauf qu'apparemment, ma grosseur m'a sauvée. Puisque, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que quand il y a eu l'impact, c'est comme si mon corps avait épousé, en fait,
le choc. Et donc, étant mince, je sais pas comment ils ont dit ça, mais en gros, étant mince, ça a fait que je suis toujours en vie. J'aurais été plus grosse, je serais plus là. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, le corps que j'avais négligé à l'époque, que j'ai critiqué, jugé, et que j'ai vraiment maltraité, hein, parce que j'étais vraiment dans une obsession par rapport à mon poids à l'époque, ben, en fin de compte, j'aurais été plus grosse, je serais plus là. Et c'est là que je me suis dit, vraiment, le corps humain, il est magique, il est fort, parce que, en fin de compte, je pense que le poids qu'on a, il est nécessaire par rapport à ce qu'on vit. Et si on perd du poids ou on gagne du poids, c'est aussi en fonction de ce qu'on vit. Donc là, j'avais le poids qu'il fallait que j'aie, en fait, pour pouvoir rester là. Voilà. C'est ce qui me vient. Et comme les choses n'arrivent jamais seules ou par hasard, en plus, cet accident t'a fait vivre une expérience extraordinaire. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de mon corps. C'est-à-dire, je fais ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et je garantis que je me suis vue au-dessus, en fait, de mon corps. Donc, j'ai fait comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, une extraction. Enfin. Ok. Mais alors, concrètement, comment ça se passe? Dans tes souvenirs, tu te vois vraiment Non, sortir de cette... Non. Dans mes souvenirs, j'ai eu une espèce de chaleur interne très forte. Mais comme si je consumais sur place, en fait. Comme si je brûlais sur place. Et c'était tellement fort, c'est-à-dire que la chaleur était tellement inconfortable, j'ai l'impression d'être dans du feu, qu'il fallait que je sorte de là. Donc, en voulant sortir de là, de cette chaleur, j'ai eu une propulsion et je me suis sentie, c'est pas que je me suis vue, je me suis sentie me propulser vers le haut à vitesse grand V. Et là, en fait, en me propulsant, ben, j'ai commencé à flotter comme ça. Je flottais, c'était très léger, mais en même temps, j'avais une vision 360 de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que je pouvais sentir le goudron alors que j'étais pas dessus. Je sentais le goudron mouillé. J'avais une vision derrière, devant, à côté. Et ça a duré combien de temps? Ça a dû, je sais pas. Ouais, mais... Parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Mais tu as perdu connaissance lors de cet accident? Il y a eu un coma ou... Non. C'est... comment dire ça? Je sais pas combien de temps ça a duré. Mais j'ai eu parce que j'ai pas eu que ça, en fait. Je suis passée dans une autre dimension après. C'est-à-dire? On va me prendre pour une tarée, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que au moment où je flottais, j'ai eu le temps de voir les pompiers arriver, j'ai eu le temps de voir les gens s'exciter autour, et moi j'étais en mode mais pourquoi ils s'excitent? Et à un moment donné, quand je réfléchissais sur pourquoi les gens s'excitent autant, parce que je comprenais pas que je me voyais, mais j'avais pas conscience que c'était moi. J'ai switché dans un autre univers de lumière qui était magnifique. Mais c'est vrai, on dit qu'on voit une lumière au bout d'un tunnel et tout. J'ai pas vu de tunnel, Okay. J'ai juste vu une lumière. Okay. C'est-à-dire que je suis passée du monde matériel à direct la lumière. Il y avait rien et il y avait tout en même temps. C'est-à-dire que la lumière était le tout et moi j'étais la lumière. Donc c'était comme si il y avait... Je vais mettre des mots. C'est comme si j'étais cette lumière, mais en même temps, qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que moi, qui était cette lumière. Et en fait, c'est un seul, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, en fait, en réfléchissant dans la lumière, hein, en fait, mon corps, c'était juste une enveloppe qui m'abritait et que là, je suis moi, en étant dans la lumière. Et j'avais une notion d'accomplissement. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien ne comptait. Tout était en place. Voilà. Après tout ce temps, ouais. comment est-ce que tu peux
définir le changement radical que ça a apporté dans ton rapport à ton corps après cette expérience tragique? Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que quand je suis revenue à moi, parce que j'ai eu une expérience là-haut, quand je suis revenue dans mon corps, déjà j'ai fait le choix de revenir dans mon corps. Parce qu'on m'a laissé le choix. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, j'ai eu un choix. Soit je restais dans la lumière, soit je revenais. Donc, Et j'ai fait le choix de revenir moi. Ok. J'ai fait le choix. On m'a dit, j'ai fait le choix. Quand je suis revenue à moi, j'ai eu l'impression de chuter de 1 million d'étages, tu vois. 1 million d'étages et de revenir dans un endroit, vraiment le mot, trop petit pour ce que je suis. Et d'être vraiment à l'étroit. J'étais pas à l'aise. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que de base, je suis, waouh, chez Expansion, tu vois. Et là, je reviens dans un truc étroit. Je me dis, mais c'est quoi? C'est une pièce. Et je me mets à pleurer quand je reviens. Mais pleurer, pleurer comme si on m'avait arraché à quelqu'un ou à quelque chose, tu vois, mais une vraie perte. Et c'était la perte de mon expansion, maintenant que je prends du recul. Et en fait, en revenant dans ce corps-là, j'étais pas à l'aise tout de suite parce que j'avais connu autre chose. Mais quand j'ai commencé à me reconnecter à ce corps et à me dire, ah ok, donc en fait je peux, c'est comme si je redevenais bébé, hein. Mais je peux le manipuler, ok, je peux avancer, je peux faire, voilà, je peux me mouvoir. Je me suis dit, ok, mon corps il sert à ça. Il sert à faire en sorte que je puisse matérialiser cette énergie-là. Si j'avais pas mon corps, j'aurais pas pu le faire en fait. Et c'est là que ça a changé radicalement aussi en 2009, première partie, mon rapport à mon corps. Je l'ai plus vu comme mon corps, c'est ce que je suis. Je l'ai plutôt vu comme mon corps est un véhicule. Donc, ce véhicule-là, j'en prends soin parce que c'est lui qui me permet de matérialiser l'énergie de base que je suis. Sans lui, je ne peux pas le faire correctement. Il est devenu plus important que l'esprit? Non, l'esprit, disons que c'est un seul. C'est-à-dire que sans mon corps, mon esprit ne pourra pas s'exprimer clairement. C'est-à-dire, quand je suis sortie de mon corps, je savais qui j'étais. J'avais mes souvenirs, je savais que j'étais Élodie, et ça me troublait d'ailleurs. Parce que comment je suis pas dans mon corps et pourtant j'ai des souvenirs, hein, ça n'a pas de sens. Et pourtant, quand je suis revenue dans mon corps, je dis ok, en fait, je sais que c'est un outil, tu vois, je sais pas si je suis claire, mais c'est un outil qui me permet d'exprimer, de faire mon esprit s'exprimer et matérialiser les choses. Okay. Tu vois. Donc, sans lui, mon esprit sera là, mais il ne sera pas aussi puissant. Pour terminer, Élodie, aujourd'hui, pour toi, quelle serait idéalement ta plus belle façon de vieillir avec ce corps? C'est une très bonne question, Bonnie. Ma meilleure façon de vieillir avec mon corps, c'est je pense, de continuer à prendre soin de mon corps. Parce que plus j'en prends soin et plus je pourrais continuer dans le temps. C'est-à-dire que je constate que mon corps, il est vraiment lié à ce que je vis. Je me suis fâchée avec lui, je me suis réconciliée, je me suis refâchée avec lui, j'étais dans une rébellion, une expression de moi-même très féminine aussi. J'ai été trash à un moment donné de ma vie aussi avec mon corps, dans la séduction. Et à un moment, je suis revenue dans une espèce de sagesse avec mon corps. Si j'étais restée dans le jugement en me disant, ouais, mais mon corps il doit être comme ça et pas autrement, je n'aurais pas pu lui permettre également de s'exprimer. Parce que ce que vit mon esprit, ce que je vis en tant qu'énergie, si mon corps, lui, ne s'exprime pas, ça sera pas complet. Donc, pour vieillir, je me dis, OK, il y a des fluctuations dans la vie et mon corps, il s'adapte à ces fluctuations.
Mais c'est normal qu'il change. Parce que s'il ne changeait pas, ça veut dire que j'évolue pas, en fait. Donc, je pense que la meilleure façon de vieillir avec mon corps aujourd'hui, c'est d'accepter ces changements qui auront lieu et qui sont naturels et c'est son rôle. Tout court. La vieillesse te fait pas peur? Non, mais c'est beau, au contraire. Au contraire, c'est que... Non, la vieillesse, c'est magnifique. C'est les cellules de notre corps qui changent et ça signifie qu'on est vivant. Si on ne vieillissait pas, on Ben, serait je pas te souhaite vivant. une très belle vieillesse, Élodie. Merci. Merci, Bonnie. Avec plaisir. Quand on a touché le fond, on ne peut que remonter.